L'actualité du lundi avec Martin Geoffroy. J'ai failli parler en même temps que la madame. Bonjour, Martin Geoffroy, 9h34, un petit, quelques minutes de retard. Merci d'être là, Martin. Merci à toi, Charles. Je me suis fait tasser par les maires hier. Oui. L'actualité du lundi, le mardi. Oui, c'est ça. Oui, d'abord, on rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent pour la première fois, Martin est sociologue, enseigne la socio au Cégep Édouard-Montpetit et chroniqueur chez nous également, auteur aussi de plusieurs livres sur... oui. T'es fasciné par les extrêmes, gauche comme droite. Auteur qui va être présent au Salon du livre de Montréal, mais ça, je t'en reparlerai le moment venu. Ah oui? Tu vas signer les autographes. Entre autres, oui. Bon. Mais je veux te parler des élections municipales. Oui, lançons-nous, soyons fous. À Longueuil. On a-tu eu une campagne électorale plate? Étrange. Étrange, mais plate. Une opposition complètement désorganisée. Et la question que je me pose aussi, c'est pourquoi il n'y a pas eu de débat entre Catherine Fournier et Sacha Parisella? Tu veux dire ici en ondes? En ondes? La réponse? Parce qu'on les organisait, les débats. Oui. On a fait un débat à Saint-Bruno, on a fait un à Saint-Lambert. Pourquoi il n'y en a pas eu? Parce que d'abord et avant tout, on a tenté de rejoindre ces gens-là. Catherine Fournier, c'était pas un problème. Elle a répondu. Puis là, on n'y arrivait pas. À un moment donné, on a eu une réponse, mais là, il était trop tard pour l'organiser, le dit débat. Alors, on va faire 2 entrevues. On parle à Catherine Fournier, on parle à M. Parisella. Catherine Fournier avait accepté un débat? Pas comme tel, mais vite, rapidement, on a été en mesure de rejoindre ces gens-là. Mais M. Parisella, il venait tout juste de donner de signer son truc puis dire OK, je me présente, mais il n'y avait pas de réponse. Puis à un moment donné, on a eu une réponse, mais c'était un peu tard pour nous autres se revirer de bord puis l'organiser, le débat. Okay. Parce qu'il faut l'organiser. Mais sinon, il n'y a pas eu de débat. D'habitude, on organise des débats. À part nous, d'ailleurs, il n'y en a pas eu des débats. Là. C'est ça. Je veux dire, peu importe. Moi, je trouve ça grave dans une démocratie que pendant une campagne électorale, il n'y a pas de débat. Et je parle de débat, là, justement, pas par personne interposée, des débats face à face. Quelle que soit la qualité que peut être le débat. Donc ça, premièrement, moi, j'ai trouvé ça plate. J'aurais voulu voir... À titre de Longueuil, ouais. À titre de Longueuil, ouais, oui. Et d'humain. Et de Longueuil, ouais, mais aussi, je vais me donner le titre ce matin d'analyste politique, là, puisque c'est ça que je fais un peu. Je veux dire, en tant que personne qui étudie la démocratie aussi, une démocratie sans débat, c'est pas une démocratie. Débat civilisé, on s'entend. Organisé. Donc, je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas fait d'efforts de part et d'autre, du côté de Mme Fournier, du côté de M. Parisella, pour faire un débat pendant la campagne, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Mme Fournier a dit que c'est un tsunami parce qu'elle se retrouve avec 15 sièges sur 15 au lieu de 14 sur 15. 90 % à peu près de la population a voté pour elle et son équipe. Et donc, elle dit que c'est un tsunami. 88,8. Oui, bon, OK. On arrondit, mettons, près de 90 %. Qui rappelle l'époque de Jean Drapeau, ils ont fait des recherches. Oui, et... OK, bravo. Ouais, sauf que je ne m'associerais pas peut-être tant que ça à Jean Drapeau. Je ne l'ai pas dit, mais bon. qui pouvait quand même être assez... un règne sans partage parfois. Et d'ailleurs, c'est ça que je disais, c'est un tsunami. C'est un homme de son temps. C'est un tsunami, mais le 10 % de la population qui n'a pas voté pour Mme Fournier dirait plutôt que c'est un règne sans partage qui s'annonce. Alors, ça, c'est aussi ce qu'on dit souvent, puis je pense que c'est Régis Labaume qui disait ça cette semaine, un vieux de la vieille du municipal. Il disait que le deuxième mandat, c'est toujours le piège quand tu arrives avec un deuxième mandat très fort, de dire, tout le monde est de mon bord, puis de régner justement sans partage. À la décharge de Mme Fournier, il faut dire que l'opposition dans cette campagne-là a été désorganisée et relativement pathétique. Et quand je parle du parti de M. Parisella, Agora Longueuil, moi, j'ai été regarder la page Facebook dans les derniers jours d'Agora Longueuil. Même si je n'avais pas nécessairement l'intention de voter pour lui, j'étais intéressé de savoir ce qu'il avait à avancer comme idée et puis tout ça. Tu sais, je suis toujours intéressé en général. Moi, j'écoute tout le monde. Je fais un choix à un moment donné, mais j'écoute tout le monde. Et donc, je suis allé voir un peu M. Parisella. La dernière fois qu'on s'en était parlé, je disais il faudrait qu'il donne son programme et vite. Bien, il a donné son programme le 31 octobre, qui a été affiché sur la page d'Agora Longueuil, donc 3 jours avant le vote. Donc, premièrement, c'est pas suffisant pour que tout le monde ait le temps de le lire. Deuxièmement, si tu avais vu le programme, Charles, c'était dessiné sur le coin d'une table, là, c'était incroyable comme programme. Là. Genre, on va tout détruire les pistes cyclables. Là. Ça n'avait pas de bon sens comme programme. Et
avec ce programme-là, 3 jours avant, qu'est-ce qu'il a mis? Une caricature de Catherine Fournier qui annonçait son livre et le fait qu'elle était enceinte et qu'elle se faisait dire « Oui, mais elle est Longueuillois, gna, gna, gna ». Alors, encore une fois, on s'attaquait à sa personne, ce qu'on appelle une attaque en latin ad personam. Et moi, s'il y a une chose que je déteste en politique et en général dans la vie, c'est ce type d'attaque-là parce que ça sert à rien, ça ne parle pas des enjeux. Et pour moi, ce que ça démontre, cette caricature-là, un parti politique qui fait des caricatures de ses adversaires, personnellement, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai trouvé ça pathétique. J'écrivais dans des spectacles, des revues de fin d'année au Rideau Vert, là, les revues et corrigées, à l'époque de Jean Charest. Puis on se disait, les jokes de cheveux de Jean Charest, ça suffit. Là. Il y a d'autres. Parlons du fond plutôt que de parler du look du personnage. C'est un peu ça. L'idée, il faut parler de ce que la personne a amené sur la place publique à raconter. Mais est-ce que tu te souviens ça dans notre époque récente, un parti politique adversaire qui met sur sa page Facebook en campagne électorale des caricatures de son adversaire? Moi, je trouve ça incroyable. Et ça fait syndicat un petit peu. Faut pas s'étonner. Syndicat boutique un peu. Mais il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que la vaste majorité de la population n'a pas voté pour eux. Donc, la question qu'il faut que l'équipe de Catherine Fournier se pose ce matin, est-ce que les gens ont voté pour eux parce qu'ils ont été parfaits et merveilleux pendant leur mandat ou par défaut, parce qu'il n'y avait rien de proposé d'intéressant? Dans les districts, il y avait des gens intéressants. J'en ai reçu une tonne. Pendant 2 semaines, j'ai reçu des candidates dans les différents districts, des gens intéressants, intelligents, organisés, qui avaient des choses à raconter. Je m'excuse, mais moi, j'ai écouté tes entrevues avec grand plaisir, d'ailleurs, pour plusieurs des candidats, dont celui du candidat adverse de Boisé-du-Tremblay, René Grignon. Et c'était terrible, son entrevue, là, René Grignon. Là. Il parlait de lui. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il voulait faire pour mon district. Il parlait de lui, c'était... En tout cas... il n'y avait pas que René Grignon, il y avait des gens... Il y en avait d'autres, j'espère, oui. Mais moi, j'ai écouté celui de mon district, parce que je voulais voir c'était qui se présentait. Dans mon district, puis oh là là, c'était pas... En tout cas, c'était inégal. Mais c'est pas ça, c'est qu'aussi, tu peux avoir un candidat dans un district qui est très intéressant, mais s'il n'est pas organisé dans un parti, c'est qu'il y avait une désorganisation aussi, là, tu sais. C'est comme option, alliance. On ne savait pas trop si c'était un parti politique, c'est un truc qui n'avait pas de chef, tu sais. Bref, c'est... Bon. Il n'y a pas d'opposition organisée. Mais au-delà de tout ça, là, Martin Geoffroy, il y a ici, puis c'était la tendance lourde, et ça, moi, ça m'interpelle un peu, dans à peu près tous les conseils de ville, excepté à Saint-Lambert, c'est sans partage. En fait, ce sont des gens qui ont été élus, leur parti au complet, leurs équipes au complet. Oui. On parle de Saint-Bruno chez moi, on parle de Boucherville, on parle également de Brossard. Il n'y aura pas d'opposition comme on la connaît. On a beau dire, oui, on va consulter, puis tout ça. Ça peut venir de l'intérieur, oui, mais c'est pas tout à fait la même affaire. Moi, je vais te dire une chose. Il y a 2 choses là-dedans qui me préoccupent, moi, et qui m'amènent à parler de ce qu'on appelle un déficit démocratique. Alors, un déficit démocratique, c'est que c'est tous ces gens-là qui sont élus sans partage, comme tu dis, ils sont, mais aussi, ils ont été élus par 30, 31, 32 % de la population. Donc, il y a un gros 70 % qui n'est même pas impliqué dans la décision. Puis là, tu vas me dire, c'est mieux que les gens éclairés votent, nanana, mais ça, moi, ça ne marche pas parce que ça, c'est l'équivalent de dire la population qui n'est pas éduquée ne devrait pas voter parce qu'ils ne sont pas au courant. Je ne sais pas si tu me vois venir. Oui. On retourne dans la monarchie. Là, c'est autre chose. C'est pas ça qu'on veut. Et là, il y a un gros problème de déficit démocratique au municipal, mais même au provincial, au fédéral, quand seulement 30 % de la population vote. Puis c'est en baisse, en passant. Aux précédentes élections, qui étaient beaucoup plus relevées en termes de candidats, ça avait monté peut-être à 32, 33. Ça a baissé de 2 % là, cette fois-ci. Ouais. Mais si on se rapporte à il y a 10, 15, 20 ans, on avait des taux de 40, 50 % au municipal. Donc, il y a vraiment un désintérêt. Et je me souviens, Martin, qu'à l'époque, on disait c'est pas beaucoup. Oui. Donc, il y a vraiment un désintérêt. Fait que là, elle sort, comme, tu sais, Mme Fournier, elle fait des gros efforts. Elle sort un livre pour éduquer les jeunes à la démocratie et tout ça. Sauf que, quand on regarde le résultat, ça marche pas. Bon, à sa décharge, la vague est plus grosse que la ville de Longueuil, puis ce qu'elle contrôle, elle. Mais il va falloir... Et ça, je vais parler de leurs défis maintenant. Ils ont des gros défis devant eux. Lesquels? Moi, je ne sais pas toi, mais dans les dernières semaines, là, les 2 bébés là, abandonnés, un qui a été abandonné d'une porte à 2-3
rue de chez nous, puis un autre qui est mort sur le chemin Chambly. Ça, c'est grave là, que ça arrive, ces choses-là, puis il ne faut pas passer ça. Et là, il y a un paquet d'affaires qui arrivent, qui sont reliées à ça. Pourquoi ces 2 enfants-là sont morts? Toxicomanie, problème d'itinérance, problème de logement. Ça, c'est tous des super gros dossiers. Elle en est consciente, notre mairesse, mais... Oui, j'en ai parlé un petit peu hier. C'est tous des super gros dossiers. Puis c'est des dossiers qui dépassent aussi largement les pouvoirs des villes. Mais c'est des défis énormes parce que, je ne sais pas si tu comprends, tout est interrelié. Tout à fait. C'est pas qu'un seul problème, c'est plurifactoriel. Je pourrais même ajouter à ça déficit éducationnel. Qu'est-ce qui fait quelqu'un se retrouve dans la rue à un moment donné, tout ça, il n'y a pas de job, etc., etc. Puis là, ce qui s'annonce devant nous avec les tarifs américains, tout ça, c'est plutôt des baisses une hausse du taux de chômage. Donc, et aussi, on a une concentration à Longueuil, il faut le dire, sur le chemin Chambly. Le chemin Chambly, c'est la faute à qui? C'est la faute un peu à tout le monde. Est rendu plus une cicatrice qu'un boulevard. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec l'itinérance et tout ça. Et les ressources, là, il y avait une ressource, la dame, là, que son bébé est décédé, là, qui a laissé son bébé. Elle avait été dans une ressource comme la nuit d'avant ou quelque chose comme ça. Elle avait dormi sur une chaise. Tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. Ça te donne une idée comment les ressources débordent et comment, au gouvernement du Québec notamment, on a coupé le financement à ces ressources-là pour l'entraide auprès des personnes itinérantes. Et donc, mais ça, c'est un problème dans toutes les villes, pas seulement à Longueuil, mais ça va être un énorme défi. Et aussi, il y a des choses dont je voulais te parler. Il y a un défi pour moi, pour cette administration-là aussi, au plan culturel. On en avait parlé déjà. Je trouve qu'ils ne valorisent pas assez les auteurs de Longueuil. Dans les bibliothèques municipales de Longueuil, il n'y a pas de programme qui existe d'achat ciblé sur les auteurs de Longueuil. Mm-hmm. Moi, je trouve ça comique parce que, j'ai regardé mes livres, si mes livres étaient à la bibliothèque de Longueuil, puis les livres que j'ai faits aux presses de l'Université de Montréal avec des Montréalais, ils sont à la bibliothèque de Longueuil. Systématiquement. Tu veux dire, OK, ils sont à la bibliothèque de Longueuil parce oui, c'est... OK. Ils ont été achetés par la bibliothèque de Longueuil. Un livre que j'ai fait avec d'autres personnes. Mais les livres de la collection du Sophir que je dirige ne sont pas à la bibliothèque de Longueuil. Il y en a 4 qui ne sont pas là. Et on t'a dit quoi? On m'a dit que c'était compliqué, puis que puis qu'on ferait quelque chose, mais ils sont toujours pas mes livres. Et donc... Et j'ai appris aussi que les politiques d'achat des bibliothèques de Longueuil, ils achetaient à 3 places. Ils achètent à la librairie de Saint-Lambert, la librairie indépendante de Saint-Lambert. Ils achètent à la librairie ici sur Saint-Charles de Longueuil, puis ils achètent à la coop du Cégep. OK. Mais que dans les achats de livres, pour te donner un exemple, on achète environ 1 000 $ de livres par année à la coop du Cégep versus la librairie à lire 7 000 $. Ça, je l'ai appris directement des libraires. Donc, 1 000 à la coop, 5 000 ici à lire, puis à Saint-Lambert. Je ne sais pas à l'autre, mais ça doit être relativement la même chose. Alors, pourquoi on n'achète pas beaucoup à la coop? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, j'ai pas eu la réponse. On n'achète pas à la coop, puis la coop aussi, on me disait qu'ils achetaient juste des BD à la coop. Ils n'achetaient pas, par exemple, les livres. Les professeurs du Cégep de Drummondpetit, comme moi, mais je ne suis pas le seul. Il y en a un paquet d'autres. On est une tonne à publier. On est une tonne à publier et ils n'achètent aucun de nos livres à la coop du Cégep qui les a. Ils achètent juste des bandes dessinées et ils achètent pour 7... Alors moi, je me disais dans un premier temps, je me posais, mais pourquoi 7 000 $ à une librairie, certes, qui est très intéressante, qui est indépendante? J'achète là, moi aussi, souvent. Mais seulement 1 000 $ à la coop du Cégep. Et il faut le dire, quand tu achètes des livres à la coop du Cégep, c'est redonné aux étudiants du Cégep. Ah oui, c'est une coop. C'est une coop. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était inéquitable jusqu'à un certain point. Et je n'ai pas eu de réponse à ça. Et je trouve que sur le plan culturel, de ne pas encourager les auteurs de Longueuil, ils devraient avoir... ça devrait faire partie de leur programme politique. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça devrait faire partie de leur programme politique que nos bibliothèques à Longueuil
achètent les livres des auteurs de Longueuil. Moi, j'ai mes livres partout, sauf à Longueuil. Comme on dit dans Nul n'est prophète en son pays. Ouais. Hein? Et ça, c'est des choses, on dirait, qui leur échappent. T'sais. Autre défi, c'est le défi environnemental. C'est clair que, elle nous dit souvent, Catherine Fournier, j'ai les milieux humides, j'en ai pour tant d'acres protégés à déterminer, nanana. Mais on sait qu'en environnement, c'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Et, par exemple, en ce moment, c'est pas nécessairement... Ça ne concerne pas Longueuil, mais ça concerne beaucoup Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Chevalier Cuivré, là. Si on bâtit le port à Contrecœur, là, ça met en danger une autre espèce qui est en danger, qui est le chevalier cuivré, qui est un poisson qui est en danger à cause de ça. Mais ça, c'est des défis environnementaux. T'sais, donc, on ne peut pas, en environnement, jamais s'asseoir sur ses lauriers. Puis ça va être un défi énorme qui sera enlevé. Donc, c'est beau d'avoir gagné comme ça, mais c'est peut-être c'est pas nécessairement un cadeau empoisonné, mais il va avoir beaucoup de travail à faire, beaucoup de pain sur la planche pour eux. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que finalement, du côté éducationnel, parce qu'on a parlé d'itinérance, là, puis de tous ces problèmes-là, mais aussi, il faut relever au Québec en général et à Longueuil, le niveau d'éducation de la population. Parce que c'est ça qui dans une économie qui est hautement une économie du savoir, il faut que le niveau d'éducation de la population remonte. Et là, il faudrait que la ville de Longueuil s'implique, notamment avec le cégep Édouard-Montpetit et avec l'Université de Sherbrooke, qui sont comme les deux institutions de haut savoir dans Longueuil. Il faudrait qu'ils s'impliquent plus pour développer les connaissances de la population. Puis ça, notamment, ça pourrait se faire, par exemple, en instaurant un programme où les professeurs du cégep ou les professeurs de l'Université de Sherbrooke seraient invités dans les bibliothèques à faire des conférences, par exemple, pour le grand public, des conférences grand public. Donc, ça se fait pas, il me semble que j'ai vu des choses encore ça récemment. Ça se fait, mais c'est souvent les universités qui vont payer, louer les bibliothèques. Pour faire une conférence, comme je l'ai vu sur une colonne Maurice, là, il y a quelques jours. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était l'Université de Sherbrooke qui louait une salle, tu sais. Donc, donc ça a des coûts. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un programme plus systématique aussi entre la ville pour rehausser justement le niveau, en fait, que le savoir soit accessible à tous, pas seulement... On répare des tuyaux, mais le savoir doit passer dans des tuyaux. Oui, c'est ça. Puis parlant de tuyaux, je trouve que tu évoques ça. On va parler de cette belle annonce quand même qui a été faite... par le cégep Édouard-Montpetit, mon employeur, la semaine passée, de l'ouverture en 2029 du nouveau pavillon de la santé et de l'innovation. Oui. Alors, ça fait des années et des années et des années que le cégep travaille là-dessus. C'est le grand projet du cégep Édouard-Montpetit. On devait fermer le théâtre de la ville puis le déménager, le construire ailleurs pour utiliser ces locaux-là. Finalement, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça. Il va être comme... C'est comme un building qui va être splitté en 2 pavillons existants. Là. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais c'est assez intéressant. C'est sûr que ça va être bien beau. J'ai regardé les plans, tout ça, c'est formidable. Ce qu'ils sont censés faire avec l'aspect santé de tout ça, c'est de déménager toutes les cliniques, parce qu'on a des cliniques d'étudiants qui sont ouvertes au grand public au cégep. D'ailleurs, ils sont sur mon étage où j'ai mon bureau. Okay. Puis tout le monde qui s'en va faire les lunettes, leurs dents, puis tout ça, ils passent devant mon bureau puis ils demandent des indications. Fait que moi, j'ai bien hâte qu'ils y aillent dans le pavillon. Ils n'ont pas de lunettes, ils peuvent pas savoir c'est où. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut dire au cégep Édouard-Montpetit, on a, comme dans toutes les cégeps au Québec, on a une grosse pénurie de locaux. Ça a l'air, de plus en plus d'étudiants. Et donc, ça va aider à... on a une roulotte au cégep. Ouais, c'est vu. Mais ça va aider donc à la pénurie de locaux. Sauf que, on va tout mettre les cliniques là-dedans. Mais là, donc, on sait très bien l'aspect santé, ça va être quoi? Mais là, on dit que ça va être santé-innovation. Il va y avoir d'autres choses là-dedans. Et ce que j'ai entendu dire, moi, c'est que ça devait être des centres de recherche. Ça devrait être des centres de recherche. Ça va être ça, l'innovation. OK. Mais ça ne sera pas l'ENA, parce que l'ENA est à Saint-Hubert. Donc, ça va être quoi, l'innovation qu'il va y avoir là-dedans? Ce que je vois à date, là, dans mon cégep, en termes de centre de recherche, l'innovation, là, à part le Sophir, là,
en sciences humaines, là, ou en sciences de la santé. C'est quoi l'innovation en sciences? Ben, l'innovation en sciences, ben, c'est un centre qui... Je vois des laboratoires, je vois des chercheurs, je vois des Non. initiatives. En sciences humaines, l'innovation, ben, moi, c'est mon travail. Je fais de la recherche en sciences humaines. En santé, ça serait quoi? Mais en santé... Non, mais santé, ça serait, par exemple... je sais pas, moi, ça pourrait être prévenir la radicalisation chez les jeunes. C'est ce qu'on fait au Sophir depuis des années et des années. T'sais. Sauf que en ce moment, les investissements dans la santé puis dans la bâtisse comme telle, oui, ça se fait. Mais au même moment, le gouvernement du Québec coupe 151 millions dans le réseau des cégeps. OK? Et le cégep Édouard-Montpetit n'investit pas énormément en recherche et en innovation. L'innovation comme telle serait de faire beaucoup avec pas grand-chose. L'innovation, c'est qu'il y en a... Pour l'instant, moi, j'en vois pas. Puis tu vas avoir une belle bâtisse avec des services, des cliniques de santé, des services de santé, mais il n'y aura pas... L'innovation, c'est un mot... En fait, dans le réseau des cégeps, il faut le dire, là, l'innovation, c'est un mot passe-partout. C'est une coquille vide. Et très souvent, on dit centre de recherche en innovation, puis on y regarde d'un peu plus près, puis il n'y a rien. Donc, moi, ma peur pour ce beau truc-là en 2029, c'est qu'on a une belle bâtisse avec des belles cliniques, puis qu'il n'y ait pas d'innovation, parce qu'on n'aura pas investi pour l'innovation. Et actuellement, dans ce que moi je vois, s'il n'y a pas des changements majeurs d'ici les 4 ans que la bâtisse va ouvrir, l'innovation, ça va être des locaux vides. Tu penses? C'est ce que je pense, mais c'est mon opinion très personnelle. OK, donc ça va devenir d'autres choses. Je ne sais pas ce que ça va être. Un local vide au cégep, donc ça va servir à autre chose qu'innovation. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais il n'y aura pas des centres de recherche en innovation. Je ne sais pas s'il y aura de quoi, là. Bon. J'en vois pas pour l'instant. Mais bon, on pourra leur demander, ils vont nous répondre. Ben oui, éventuellement. Sans doute que là, la campagne électorale est finie, on peut parler d'affaires. Mais ça reste une bonne nouvelle quand même. Ben oui, on chipote pas. Je suis un peu rabat-joie, mais ça reste une bonne nouvelle quand même pour le sujet. Et qu'on te paye, pour être rabat-joie. Et qu'on te paye des salaires de feu. Merci, Martin Geoffroy. Dans 2 semaines, tiens. Martin Geoffroy, on le rappelle, est prof de socio et sociologue, prof de socio au cégep Édouard-Montpetit, entre autres. FM 103.3